Je vis à Marsa, je suis à Marsa, je suis donc critique de cinéma pour un site internet qui s'appelle criticap.com. Je suis également professeur de cinéma, d'histoire du cinéma et d'analyse de séquences dans une école qui s'appelle le Conservatoire libre du cinéma français à Paris. Et je donne également des ateliers en milieu scolaire, notamment avec l'agence du court-métrage, et qui sont aussi des ateliers d'éducation à l'image dans le cadre donc de la réforme des rythmes scolaires qui a été mise en place là, il y a quelques années. Donc, quand je viens au musée de la Grande Guerre, je viens un peu avec toutes ces casquettes. En plus, je suis scénariste et réalisateur de court-métrage, donc j'ai à la fois la possibilité d'aborder, on va dire, les extraits avec les élèves d'un point de vue théorique, d'analyse, et aussi, si besoin est, d'apporter un peu un aspect technique. Donc le but de cette intervention, c'est de vous expliquer le fonctionnement de cet atelier, les buts pédagogiques, et je vous montrerai également quelques extraits, puisque c'est un atelier où on diffuse des extraits de films, et on pourra éventuellement les analyser ensemble, puisque c'est un atelier qui est interactif, en tout cas quand je les anime avec les élèves. Donc, il faut savoir que quand vous venez, c'est un atelier qui est proposé donc, aux collégiens et aux lycéens. Il y a par ailleurs un autre atelier, si j'ai le temps à la fin, j'y reviendrai, qui est proposé en rapport avec le cinéma pour les primaires. Donc, quand vous venez au musée de la Grande Guerre, vous avez une journée qui est partagée en deux. Soit vous faites une visite le matin et un atelier l'après-midi. Il n'y a pas que l'atelier cinéma d'ailleurs. Soit l'inverse, vous faites l'atelier le matin et la visite l'après-midi. Ce qui fait que, bon, l'air de rien, ça modifie déjà un petit peu les buts pédagogiques, puisque si vous faites l'atelier Grande Guerre au cinéma le matin, on va dire que c'est une forme de mise en jambe avant la visite, alors que si vous avez fait la visite le matin et que vous venez faire l'atelier l'après-midi, l'atelier sert plus, on va dire, à remobiliser des connaissances et du vocabulaire qui a été acquis pendant la visite et à essayer de le réutiliser. Donc le principe de cet atelier Grande Guerre au cinéma, c'est un atelier où on va demander aux élèves d'analyser, de percevoir des extraits par le biais d'une thématique qui est expérience de la violence de guerre. Expérience de la violence de guerre, c'est une thématique à laquelle on n'est pas forcément obligé non plus de strictement s'y circonscrire. Parfois on la déborde, on la dépasse, ça nous amène vers d'autres sujets, mais en tout cas c'est un bon prétexte pour être amené à analyser ces extraits et un peu à essayer de rentrer dans la Première Guerre mondiale par le biais du cinéma. Donc, expérience de la violence de guerre, c'est une thématique que je mets en place dès le début de l'atelier. Il y a en fait une petite introduction où j'explique aux élèves, ça c'est on va dire la mise en route ludique de l'atelier, je leur explique qu'aujourd'hui ils sont conviés à une sorte de petit jeu de rôle et qu'on va les mettre dans la peau d'un programmateur d'une salle de cinéma. Donc je leur pose la question, à votre avis, qu'est-ce que fait un programmateur dans une salle de cinéma? Souvent on me répond, il programme. Oui, merci, c'est gentil. Une fois qu'on a dit ça, en même temps, on n'a pas dit grand-chose. Pour les amener à comprendre qu'ils vont en fait devoir faire un choix, un programmateur dans une salle de cinéma, évidemment, il doit choisir les films en amont de leur diffusion. Aujourd'hui, tous les mercredis, il y a une dizaine, une quinzaine de films qui sortent. On ne peut pas tout diffuser dans notre cinéma. Là, c'est pareil, on va être amené dans cet atelier à faire un choix de programmation, en quelque sorte. Un choix de programmation donc, par rapport à cet intitulé « Expérience de la violence de guerre ». Ce qui est important, cette première étape de l'atelier, c'est de bien définir en fait cet intitulé, évidemment, pour pas qu'on parte dans tous les sens, pour bien circonscrire les choses dans un premier temps. Donc cet intitulé, on revient sur deux termes qui sont assez importants, le terme violence et le terme expérience. Pour la violence, on ne rentre pas non plus plus que ça dans les détails, mais on essaye de définir des grands ensembles qui vont leur permettre en fait d'identifier des types de violences auxquels ils vont avoir affaire dans les extraits. Donc on définit des grands ensembles, donc violence physique, violence verbale, violence psychologique, tout ce qui est de l'ordre des séquelles, etc., etc. Le deuxième terme qui est très important, donc le terme expérience,
va nous amener là à peut-être considérer des problématiques un petit peu plus cinématographiques et surtout à leur faire comprendre que bon, le cinéma c'est pas non plus la vérité, hein, les films qui ont été faits sur la Première Guerre mondiale ou sur tout autre événement historique cherchent à se rapprocher de la vérité, mais c'est une vérité qui reste toujours inatteignable en quelque sorte. Mais c'est leur montrer qu'à travers le cinéma, nous spectateurs, on va faire expérience de différentes situations par exemple, et que ces différentes situations elles vont pouvoir nous amener à réfléchir sur qu'est-ce que c'est la condition de soldat dans les tranchées, qu'est-ce que c'est que d'être exposé constamment à la violence, etc. etc. C'est une façon aussi de remettre le terme d'expérience un peu au centre, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au collège, lycée, on fait aussi beaucoup expérience de la violence de guerre à travers les jeux vidéo. Et même si on est dans des jeux vidéo avec des vues à la première personne, c'est-à-dire que vous voyez littéralement, vous incarnez un personnage et vous voyez littéralement à travers ses yeux, finalement, les jeux vidéo ont presque paradoxalement mis à distance la violence. Alors que ici, dans les films qu'on présente, on essaie de montrer à quel point on peut être aussi impliqué émotionnellement dans cette exposition, je dirais, de la violence. Donc le terme expérience, on le définit en fait de manière assez simple, c'est essayer de vivre quelque chose. Alors là, effectivement, on va le vivre par procuration. Ça nous amène donc à considérer des éléments cinématographiques, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, je leur pose la question, au cinéma, on fait expérience à travers quoi ? Donc on fait expérience à travers des choses toutes simples, hein, c'est une façon de résumer un peu les choses. On fait expérience à travers l'image. L'image, elle comprend tout ce qui est en lien avec la reconstitution, c'est-à-dire les costumes, les décors par exemple. On fait expérience à travers le son. Alors le son, ça comprend différents ensembles. On a les dialogues, les bruitages, la musique par exemple, qui aussi peut orienter un peu le regard par rapport à l'expérience qu'on fait de la violence. On définit à peu près tous ces éléments. Le montage aussi, on verra que dans certains extraits, le montage a une place assez importante aussi dans la manière dont elle nous confronte à cette violence. Donc cette introduction, c'est une façon de faire le pont entre, on va dire, le sujet Première Guerre mondiale, entre guillemets, et les perspectives cinématographiques qui vont être amenées par les extraits. C'est aussi leur faire comprendre, puisque en fait, dans un deuxième temps, après le visionnage des extraits, ils vont être amenés à se constituer en petits groupes de 4 ou 5. Ils vont devoir choisir donc, comme je disais, un de ces 3 extraits, et préparer une petite présentation orale, puisque la troisième et dernière partie de l'atelier, ce sont chacun des groupes qui passent ici, et qui viennent donc expliciter leur choix, et ils viennent évidemment les expliciter par rapport aux différents types de violences qu'on a définis, et aussi par rapport aux éléments qui nous permettent de faire expérience de cette violence. Et c'est sur cette base-là, en fait, dans cette troisième partie de l'atelier, qu'on est amené en fait à entamer une sorte de petit dialogue avec eux, donc que ce soit avec moi ou un des médiateurs qui m'accompagne pendant l'atelier, mais aussi lorsqu'ils le souhaitent, les élèves qui sont restés donc à votre place dans le public et qui peuvent aussi interpeller les étudiants qui passent donc pour présenter leur extrait. Voilà, donc ça c'est le déroulé, je dirais le grand arc de cet atelier. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer, on verra si on a le temps, je vais essayer de vous montrer en tout cas les 3 extraits qu'on diffuse, sachant que voilà, parfois on tourne un peu, c'est pas toujours les mêmes extraits, mais je vais vous montrer 3 extraits qu'on diffuse et à travers lesquels il faut faire un choix. Alors ce que j'explique bien aux étudiants en préambule, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de choix piège. Les 3 extraits sont pertinents par rapport à cette thématique expérience de la violence de guerre, et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent aussi à faire appel à leur propre sensibilité. Il y a des extraits, des films qui vont plus leur parler, entre guillemets, que d'autres, ou pas forcément se sentir proche des personnages. Ça, j'insiste bien aussi d'ailleurs sur cette question du personnage, du point de vue, puisque c'est vrai que c'est déterminant. Quand on parle de faire expérience de quelque chose au cinéma, on fait une expérience à travers le corps de quelqu'un d'autre et par, on va dire,
par procuration, presque, on fait aussi expérience de ces choses-là à travers son propre corps. Donc il y a une idée aussi, à travers le personnage, du transfert, du point de vue qui est également très importante. Et selon qu'on se situe du point de vue d'un personnage ou d'un autre, on n'aura pas le même regard en fait sur les événements qui sont dépeints, sur ces événements en rapport avec la Première Guerre mondiale. Il y a des extraits qui, vous allez voir, mon avis, l'expliquent assez clairement. Voilà, donc je vais commencer en fait avec un premier extrait. Alors ça surprend toujours un peu les élèves. C'est un extrait du Dictateur de Charlie Chaplin. Donc un film qui date de 1940. Un film qui, pour ceux peut-être qui l'ont déjà vu, aborde en grande partie la question de la montée du nazisme. Mais il faut savoir que la première séquence se déroule en 1918 sur le champ de bataille. Et c'est vrai que ce qui est assez surprenant pour les élèves, c'est que Charlie Chaplin, pour eux, c'est associé à un courant cinématographique qui est le burlesque. Et c'est très surprenant pour eux qu'on commence par un extrait qui est censé être comique. Bon, c'est vrai qu'ils ne se font pas une idée de la guerre comme étant quelque chose de comique, ce que je comprends tout à fait. Mais on va voir que, et c'est là où c'est intéressant de diffuser cet extrait, même si je ne vous cache pas que il n'est pas forcément très très souvent choisi par les élèves, mais c'est pas grave, on y revient lors des présentations un peu de manière détournée. C'est intéressant puisque en fait, à travers le comique, le burlesque, on va voir que Charlie Chaplin nous dit quand même pas mal de choses sur la condition de soldats durant la Première Guerre mondiale et qu'il a aussi certains messages entre guillemets à nous faire passer. Donc, à ce stade-là de l'atelier, en général, je ne dis rien. Je diffuse des 3 extraits, je les recontextualise. Il faut savoir qu'on a une petite documentation qu'on distribue aux élèves. Alors aujourd'hui, pour des raisons techniques, on n'a pas pu les imprimer, mais si vous voulez y jeter un œil, vous pouvez toujours demander à Elena qu'elle vous les transmette. On a une petite documentation qu'on leur distribue, qui est en gros composée d'une fiche technique sur le film, d'un résumé, et d'un petit extrait de critique. Et en bas, on leur met quelques mots-clés qui sont du vocabulaire cinématographique, des choses qu'on n'est pas forcément censés connaître, et qu'ils vont pouvoir réutiliser pour leur présentation. Donc, comme je disais, à chaque présentation d'extrait, on recontextualise, le réalisateur, l'époque de réalisation du film, qu'est-ce que le film raconte aussi, parce que là, bon, pour le Dictateur, ça ne pose pas trop de problème, c'est le début du film. Mais vous allez voir, les 2 autres extraits que je vais vous présenter, ce sont des extraits qui arrivent en cours de film. Donc il est aussi important de pouvoir resituer la séquence qu'on diffuse au sein du récit global du film. Donc, mis à part cette contextualisation, on diffuse les extraits, les 3 à la chaîne, et après on passe à la 2e étape, donc, qui est par petits groupes, discussion sur les extraits. Là, aujourd'hui, on n'est pas en train de faire l'atelier, donc on va procéder autrement. Je vais revenir sur cet extrait et vous livrer les quelques clés, axes d'analyse qu'on peut utiliser par rapport au terme d'expérience de la violence de guerre, aussi les éléments qui, on va dire, reviennent régulièrement quand cet extrait est choisi, et qui sont en gros des axes sur lesquels on amène dans la 3e partie, lors de la présentation, les étudiants à approfondir. Donc je vais revenir au début. Alors peut-être que vous-même avez déjà perçu quelques axes d'analyse, peut-être quelqu'un veut nous en livrer 1 ou 2, je ne sais pas. Oui. Le simple soldat qui donne des ordres et qui doit assumer lui-même les tâches diverses et variées. Oui, et surtout des tâches dangereuses en général. Oui, exactement. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est un des axes d'analyse qu'on utilise dans l'extrait. C'est, on en parlait tout à l'heure, l'importance du personnage, la question du point de vue. Là, tout est vu depuis la perspective du personnage de Charlie Chaplin, qui est effectivement un simple soldat, quelqu'un qui est tout en bas de la hiérarchie. Donc déjà, l'air de rien, ça permet aussi de mettre en place la notion de hiérarchie, de qu'est-ce que ça implique concrètement d'être tout en bas de la hiérarchie. Et
Et effectivement, c'est se mettre face au danger, face à des tâches tout à fait subalternes. Donc, effectivement, ça, c'est un axe qu'on peut utiliser. Donc, en général, on commence sur cet écran titre, hein, ça a de la gueule, Première Guerre mondiale, 1918, et on enchaîne avec, je vais le faire sans le son, hein, avec diffusion de l'extrait. Alors, c'est vrai que là, ici, on est dans un début de film, une entrée in medias res, puisqu'on est déjà dans le feu de l'action, sur le champ de bataille, et on a en fait un travelling qui va nous faire en fait partir de ce qu'on pourrait appeler le front, jusqu'à l'arrière, donc avec, vous allez le voir, la fameuse grosse Bertha. Donc ici, déjà, c'est vrai qu'on peut insister avec les élèves sur l'effort de reconstitution au niveau décor et évidemment par la suite au niveau costume, et cette envie de Charlie Chaplin de balayer déjà tout le champ de bataille et de traverser comme ça les conditions de guerre, les tranchées, etc. Donc on voit que on progresse avec ce qu'on appelle des fondus enchaînés, donc ces deux images qui se fondent l'une dans l'autre et qui donc impliquent que le champ de bataille est beaucoup plus vaste que ce qu'on voit effectivement à l'écran. Et donc on voit ici qu'on a, ça c'est un élément que Charlie Chaplin met en place dans ses 10 premières minutes, on a en fait une espèce de catalogue de toutes les armes, enfin de toutes, hein, il n'est pas non plus exhaustif, hein, mais on a un catalogue très varié des armes qui sont utilisées durant la Première Guerre mondiale. Et donc là c'est aussi, pendant l'atelier, une manière de pouvoir mobiliser du vocabulaire en rapport avec les armes. Et donc on arrive tout à l'arrière, donc sur cette grosse Bertha. Et ici donc on a une voix off qui nous replace le contexte pseudo-fictif, on va dire, du film, puisque les noms des pays ont été changés, je pense que vous l'avez remarqué. Et donc on a déjà ici un rapport de subordination, puisque jusque-là c'était, on va dire, des soldats plus ou moins anonymes, on voyait. Et là ici, on voit ces personnages torse nu sont déjà singularisés de par leur tenue. Et on perçoit très bien en arrivant près de la grosse Bertha qu'il y a des personnages qui sont aux commandes, qui dictent les tirs, les coordonnées de tir, et des personnages qui ont un travail qui est, on va dire, moins intellectuel, entre guillemets, qui est plus physique, de charger les obus à l'intérieur du canon. Et voilà, encore un personnage qu'on singularise, évidemment, c'est une belle arrêt sur image, notre ami Charlie Chaplin, qui est un élément important, qui est donc la personne qui déclenche le tir de la grosse Bertha. Je vais y revenir un petit peu. Voilà, tir effectué par Charlie Chaplin, et là, bon, quelque chose qui est purement burlesque, hein, c'est le burlesque, c'est du comique basé sur le corps, c'est la chute, ça c'est le b.a.-ba du burlesque, mais la chute n'est pas juste un élément burlesque, ici elle sert aussi à introduire l'idée que la grosse Bertha, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est un canon qui a une force de frappe assez violente, et que effectivement elle peut provoquer la chute du personnage qui se situe à côté. Même si, bien entendu, c'est un peu exagéré. Donc là, encore un élément comique. Le missile a atterri sur une petite cabane au fond du jardin, sur des toilettes. C'est un élément comique, effectivement, mais, et c'est ça qu'on essaie de travailler avec les élèves, c'est qu'à travers le comique, Charlie Chaplin essaye toujours de faire passer quelques petits messages. Et là, l'idée qu'on pourrait émettre, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que ce que ça laisse supposer, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tirs d'obus, des tirs qui sont des tirs complètement ratés et qui atterrissent
à des endroits où c'était absolument pas prévu, et en tout cas qu'ils ne viennent pas frapper les lignes ennemies, mais peut-être éventuellement les civils. On ne sait pas, effectivement, derrière ce gag, on ne sait pas s'il y avait quelqu'un dans cette cabane. Voilà, là il y a encore le rapport de subordination qui rentre en jeu, c'est les jumelles, c'est pas pour toi mon coco, c'est moi qui m'en occupe, retourne à ton poste. Ça aussi, il y a dans cet échange à travers la hiérarchie, il y a aussi un rapport qui est lié à la violence. Donc là, on va voir l'épisode de l'obus défectueux, qui est aussi un épisode important. Je vous disais tout à l'heure, on a tout un catalogue par rapport aux armes. Ici, c'est un épisode important. Déjà, il y a l'idée que personne n'a la responsabilité de ce qui vient de se passer. Hein. Tout le monde s'en décharge complètement. Et on va très bien voir sur qui la responsabilité va se décharger. On en parlait tout à l'heure, puisque ils vont attribuer la tâche la plus dangereuse à ce pauvre Charlie Chaplin, qui est donc le plus bas gradé. Voilà, d'ailleurs, c'est une petite insistance, il se retourne, effectivement, il n'y a personne derrière lui, il n'y a plus personne en dessous, donc il est obligé de se jeter dans la gueule du loup. Et donc là, encore quelque chose, à travers le comique, à travers un effet comique, donc ce missile qui suit le personnage de Charlie Chaplin, qui est évidemment quelque chose de pas du tout réaliste, à travers cet effet comique, il y a une idée qui va revenir pendant tout l'extrait, c'est l'idée que, évidemment, les armes, c'est dangereux, enfin là, je n'apprends pas grand-chose non plus, mais que les armes sont possiblement se retourner contre ceux qui s'en servent. Puisqu'il ne faut pas oublier que celui qui déclenche le tir, c'est quand même Charlie Chaplin. C'est un élément qui va revenir après, à travers l'épisode de la grenade, par exemple. Je développerai lorsqu'on y sera. Donc ensuite, on va retrouver encore cette idée de la hiérarchie qui se décharge sur le personnage subalterne, puisqu'on va lui ordonner de se rendre au canon aérien. Au passage, on continue toujours notre inventaire. Là, cette fois-ci, la menace est aérienne. On utilise le canon aérien, encore une manière de mobiliser du vocabulaire. Voilà, et donc cet épisode du canon aérien, il est toujours aussi intéressant parce que, encore une fois, c'est du comique burlesque à travers le corps, par extension, l'utilisation d'une arme. Mais c'est intéressant puisque, comme l'épisode de la grenade, il vient mettre en exergue le fait que le personnage ne sait absolument pas se servir de cette arme. Et ça permet, en tout cas avec les étudiants, de travailler aussi sur la question de la préparation. Est-ce que quand on arrive sur le champ de bataille, on est préparé à se retrouver en possession d'armes face à l'ennemi? Dans quel état d'esprit on se retrouve lorsqu'on est sur le champ de bataille, qui est, on va dire par essence, pas un milieu naturel pour l'homme. Voilà, donc là ici on va se retrouver avec cet épisode de la grenade où effectivement on se rend compte que le personnage de Charlie Chaplin ne sait pas se servir d'une grenade puisqu'il demande comment ça fonctionne. Et l'épisode de la grenade vient encore une fois en tout cas raconter cette idée que les armes peuvent se retourner contre ceux qui s'en servent, mais elle vient aussi ajouter quelque chose qu'on aurait presque pu remarquer déjà auparavant, hein, mais qui devient là tout d'un coup beaucoup plus évident, c'est sur la question de l'uniforme. On se rend compte que finalement il porte un uniforme qui n'est pas du tout adapté à sa taille. Et donc il y a encore toujours cette idée de message derrière que le personnage de Charlie Chaplin, peut-être par extension l'être humain, ne serait pas adapté au milieu de la guerre, ce ne serait pas son milieu naturel. Aussi peut-être la question des moyens qui sont inadaptés. On porte un costume, un uniforme et un casque qui sont beaucoup trop grands pour nous, donc ça permet en tout cas d'enclencher tous ces questionnements. Et par rapport à cette thématique, je vais peut-être avancer un petit peu, on a encore une fois l'arme, quelque chose de potentiellement dangereux. Là on a le fusil à baïonnette. Encore un petit effet comique, c'est cette crosse du fusil qui va venir taper le pied du soldat.
Alors c'est drôle parce que moi ça fait au moins la 50e fois que je vois cet extrait et à chaque fois je vois très bien que la crosse ne tape pas du tout le pied du comédien, mais c'est un effet comique qui marche à chaque fois pour quelqu'un qui voit l'extrait pour la première fois. Et là ici, donc le brouillard, la fumée, ça aussi c'est un élément intéressant en termes d'analyse, puisque à la fin il va sortir du brouillard et il va se retrouver face à des soldats ennemis. Et ça amène aussi une dimension qui n'est pas forcément toujours évidente pour les étudiants, c'est que sur le champ de bataille, c'est pas forcément si clair que ça qui sont les amis, qui sont les ennemis, que c'est un endroit dans lequel on peut être assez désorienté, et aussi on peut déjà amorcer la question de est-ce qu'il est possible sur le champ de bataille qu'il se soit produit ce qu'on appelle aujourd'hui des bavures, en tout cas des soldats qui, par erreur, ont tiré sur des gens de leur propre camp. Voilà. Donc, ouais, je vais m'arrêter là parce qu'après, bon, c'est l'échappée en avion après amène sur un autre chapitre. Mais vous voyez que déjà, avec cet extrait, on a beaucoup de choses à décrypter à travers le comique. On a, donc si je synthétise, on a donc tout ce qui est en rapport avec la hiérarchie, tout ce qui est en rapport avec les armes, tout ce qui est en rapport avec l'idée du simple soldat qui serait un peu perdu sur le champ de bataille. Et c'est ça qui est aussi intéressant à travailler avec les élèves au niveau cinématographique, c'est à quel point l'aspect comique vient toujours servir, il y a toujours un petit message derrière, c'est jamais quelque chose de totalement gratuit, c'est pas juste fait pour faire rire, puisque c'est vrai que c'est un extrait, je disais tout à l'heure, qui est assez déroutant pour les élèves, puisque pour eux, par essence, la guerre, c'est pas quelque chose de drôle, et ils ont souvent du mal à comprendre qu'on puisse choisir un extrait d'un film comique, d'un film burlesque, pour parler de l'expérience de la violence de guerre. Et nous, c'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que c'est un film, il ne faut pas forcément tout prendre, j'ai envie de dire, pas au pied de la lettre, mais en tout cas au premier degré, que derrière une chute, derrière un gag, il se cache aussi peut-être un message, et donc d'essayer de réfléchir sur les images, sur les intentions, sur le sens, sur la symbolique. Voilà, on peut les amener en tout cas vers tout un tas d'éléments assez divers et variés. Notre deuxième extrait, que je vais vous diffuser aussi au préalable, c'est un extrait, bon là pour le coup c'est quelque chose peut-être de plus attendu, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, bon, qui est un film important en termes cinématographiques aussi, puisque c'est un film qui a été salué, on va dire, pour la reconstitution assez fidèle et très immersive des conditions de bataille. Et aussi pour, on va dire, l'épisode qu'il met en scène où donc le général Miro, qui est en charge du commandement dans le film des troupes françaises, va être amené, c'est l'extrait qu'on va voir, il va être amené à donner l'ordre de tirer sur ses propres troupes pour les faire sortir des tranchées. Et là, ça nous amène vers un élément dont je crois que je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est important aussi, c'est l'idée de violence morale, puisque c'est vrai que lorsqu'on définit les grands ensembles de violence au début de l'atelier, souvent les élèves ont tendance à confondre ce qu'on classe dans la rubrique violence psychologique. Alors je suis désolé, je suis obligé de schématiser un peu, mais c'est comme ça qu'on part de cette base-là en tout cas. Dans l'atelier, donc la violence psychologique qui serait plus de l'ordre, on va dire, de l'invisible, des séquelles, des traumas, etc. Et la violence morale qui serait, elle, plus du côté de est-ce que pendant la guerre, on n'a pas des personnages qui ont pris des décisions sans faire la part des choses entre ce qui serait bien et ce qui serait mal, pour dire les choses assez rapidement. Mais ça, c'est vrai que sur une base comme ça, un peu manichéenne, on arrive quand même à enclencher une discussion qui va nous amener un petit peu plus loin que ça, bien heureusement. Donc l'extrait que je vais vous montrer se situe au bout d'une vingtaine de minutes de film. Et
on est donc sur le champ de bataille, c'est la première scène de bataille, elle est assez célèbre, je pense que vous l'avez sûrement déjà vue, et qui va mettre en scène donc d'une part le colonel Dax, qui est donc dans les tranchées sur le champ de bataille avec ses soldats, qui est interprété par Kirk Douglas. Et vous verrez à la fin de l'extrait, on va découvrir donc ce fameux général Miro, qui lui est donc à l'arrière, en train de superviser le déroulement de l'assaut. La suite de l'extrait est on va dire un affrontement verbal entre le général et son chef de batterie qui comprend très bien en vérifiant les coordonnées que l'ordre qui est donné c'est celui de tirer sur ses propres troupes. Je vais revenir sur le début de l'extrait, peut-être un peu plus par épisode par rapport à ce qu'on a fait sur l'extrait précédent. Ce qui est assez intéressant ici, d'un point de vue expérience de la violence de guerre et cinématographique, c'est le choix qui est fait par Stanley Kubrick, puisque vous pouvez voir ici que... Voilà, vous pouvez voir ici qu'on se retrouve en ce qu'on appelle une caméra subjective. Je parlais tout à l'heure de vue à la première personne dans les jeux vidéo. C'est l'équivalent cinématographique. Là, ici, clairement, l'intention de Stanley Kubrick, et c'est ce qu'on travaille avec les élèves, c'est de nous mettre dans la peau d'un soldat, bon, là en l'occurrence c'est le colonel Dax, qu'on puisse voir à travers ses propres yeux. Et là, c'est vrai que le terme expérience, dans l'intitulé expérience de la violence de guerre, tout d'un coup il prend totalement sens, puisque on est littéralement à la place du corps du colonel. Et sur ce début de séquence, on les amène donc à réfléchir. Donc là, on a un contre-champ qui nous permet d'identifier à travers les yeux de qui on voit depuis le début de la séquence. Cette séquence, elle nous permet de travailler l'espace de la tranchée. Qu'est-ce que c'est que d'être à l'intérieur d'une tranchée? Ça paraît tout bête comme ça, mais ça nous amène à nous poser tout un tas de questions sur évidemment la grande exiguïté de l'espace, mais aussi sur les conditions de vie, les conditions d'hygiène, etc., etc. Donc c'est déjà encore un élément qui nous permet d'enclencher des questionnements, un dialogue avec les élèves. Un autre élément aussi qui est assez important, c'est l'organisation, la composition du plan, puisqu'on le voit très bien ici. Le colonel marche au milieu de la tranchée et tous les soldats, sont complètement plaqués contre les bords de la tranchée. Donc ça, souvent, ça amène à... Les élèves nous questionnent là-dessus. Pourquoi font-ils ça? On leur retourne la question, évidemment, on ne va pas leur donner aussi facilement la réponse. Il y a cette idée que, effectivement, c'est la peur qui guide ces soldats, se plaquer contre les parois, et aussi l'éventualité que si vous vous retrouvez en plein milieu de la tranchée, vous avez plus de chances de prendre un éclat d'obus ou autre qu'en vous plaquant contre les parois. Donc voilà, tout ça pour dire que cette caméra subjective, elle nous amène à traiter tout un tas de questions sur qu'est-ce que c'est concrètement d'être dans une tranchée sur un champ de bataille. C'est un exemple qui est assez parlant pour les élèves, parce que ça les met finalement face à une réalité la plus concrète possible à travers un extrait de film. Donc voilà, on voit très bien le côté prostré. On insiste aussi beaucoup sur le fait que les soldats sont très serrés les uns contre les autres. Voilà, toujours ces questions en rapport avec l'espace de la tranchée. Je vais avancer un petit peu plus loin. Hop. Donc là, on a l'assaut qui va être lancé. Et ici, vous allez voir, il y a encore un choix de mise en scène qui est assez intéressant. On passe en plan large, donc là, c'est vrai que jusque-là, on n'avait pas de vue générale du champ de bataille, donc ça nous permet de situer un peu l'espace. Et juste derrière, on est sur ce plan qui est un plan caméra à l'épaule. Donc là, on pourrait également imaginer que ça peut être une caméra subjective, qu'on est à la place d'un des soldats qui suit donc le colonel Dax. Donc encore cette volonté d'immersion, de pouvoir faire expérience de qu'est-ce que c'est que se retrouver sur un champ de bataille. Et ici, donc là, on change de logique, puisque quasiment toute la séquence est construite là-dessus, sur des travelling latéraux qui suivent la progression des soldats.
Ce qui est intéressant à travailler ici, c'est d'une part la durée de la séquence. C'est vrai que c'est quand même une séquence qui dure, qui est assez répétitive et qui est censée retranscrire en fait la difficulté de progresser des lignes françaises sur le front et l'espèce d'hécatombe, entre guillemets, je dirais, de ces soldats qui tombent les uns après les autres et qui donne le sentiment que le champ de bataille est devenu une sorte de charnier à ciel ouvert. On voit qu'il alterne entre des plans larges et des plans serrés. Les plans larges pour, on va dire, toujours la même logique du plan large, c'est de le resituer un peu sur le champ de bataille, et des plans serrés pour singulariser un personnage, vous amener parce que le personnage du colonel Dax, on parlait tout à l'heure de point de vue, c'est un peu notre médiateur à l'intérieur du film en quelque sorte. Et depuis le début de la séquence, vous ne l'entendez pas parce que j'ai coupé le son, mais il y a une dimension qui est très importante également, ce sont les bruitages, puisqu'on est face à des bruitages de tirs d'obus assez assourdissants. Et c'est quelque chose qui frappe généralement les élèves, c'est la façon dont la bande-son a été travaillée pour être constamment saturée de sons, de bombardements, de tirs. Et ça nous amène aussi à un questionnement sur, c'est pas être sur un champ de bataille, c'est pas qu'un espace, on parlait tout à l'heure de la tranchée, c'est aussi un environnement sonore, et en quoi l'environnement sonore il peut jouer aussi sur le moral des troupes, sur leur façon d'aborder l'assaut, puisque dès le début de la séquence, on est dans les tranchées complètement saturé de sons de bombardement, et là pour le coup on demande vraiment aux élèves de se mettre à leur place. Imaginez vous étiez à leur place, est-ce que vous auriez, on va dire, une envie très forte de vous rendre sur le champ de bataille? Non, je ne pense pas. Il y a en décalage avec cette idée-là, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le colonel Dax dans la tranchée avance en plein milieu. C'est aussi une façon un peu, en quelque sorte, je dirais presque de défier l'ennemi, et en se situant au milieu de la tranchée, en n'étant pas recroquevillé comme les autres soldats, en se tenant bien droit, en ayant un regard ferme. Il y a cette idée aussi que le personnage qui va conduire l'assaut est bien obligé de ne pas laisser transparaître la moindre peur et d'être le moteur de son régiment, de sa compagnie. Là, ici, c'est un plan intéressant parce qu'il nous permet de mesurer, on commence à mesurer en fait la distance qui nous sépare du camp adverse, et on va se rendre compte qu'elle est en fait gigantesque et que toute cette progression très laborieuse qu'on voit depuis quelques minutes n'amène à quasiment aucune avancée significative sur le champ de bataille. Voilà, là on va arriver à la deuxième partie de l'extrait, qui est aussi intéressante puisque vous voyez, comme on était sur un plan caméra subjective dans la tranchée, on va raccorder, quand on passe dans l'espace du général aussi, sur un plan en caméra subjective, on voit à travers les jumelles ce que voit le général. Là aussi, ça permet de mettre en place une thématique qui est intéressante, c'est la question du point de vue. C'est-à-dire, quand je suis un simple soldat sur le champ de bataille, j'ai un point de vue sur ce qui se passe autour de moi qui est partiel, qui est beaucoup plus morcelé, je dirais, entre guillemets, que celui du général. Ça nous amène aussi à poser la question, mais alors pourquoi le général, lui, se trouve-t-il à l'arrière? Alors on répond, parce que c'est le général, il dirige, il faut qu'il soit en sécurité. Oui, effectivement, mais aussi c'est un point de vue qui est beaucoup plus confortable lorsqu'on veut mener un assaut et avoir une vue globale du champ de bataille et œuvrer tactiquement. Donc ça, voilà, ça nous amène à développer toute cette dimension-là. Et on en arrive donc à ce choix du général Miro, qui est donc de tirer sur ses propres troupes. Donc là, ça nous permet de remettre sur la table la question de la violence morale. Est-ce que c'est un acte du côté du bien ou du mal? Et à partir de ça, on complexifie un peu le débat. C'est-à-dire que ce soit moi ou le médiateur, on joue un peu aux avocats du diable, et on pose la question de savoir, mais pourquoi, à votre avis, le général a pu lancer un tel ordre? Lorsque vous êtes soldat, vous obéissez aux ordres, vous ne vous posez pas de questions, que ce soit un ordre dangereux ou pas, vous êtes censé en tout cas y obéir. Là, le général, de qui reçoit-il ses ordres?
Pourquoi est-il amené à faire un choix aussi, on va dire aussi discutable? Bien, on essaye de réfléchir, on essaye d'émettre des hypothèses. Et au fur et à mesure de la discussion avec les élèves, on en arrive à l'idée que, effectivement, le général, il a pas forcément quelqu'un qui va lui donner directement l'ordre de tirer sur ses propres troupes, mais il a finalement toute une sorte de pression qui est beaucoup plus abstraite et sur ses épaules, qui est le général, c'est un peu le dépositaire de la bonne avancée des troupes, de résister aux assauts ennemis, d'essayer de reprendre les territoires qui ont été annexés. Et au fur et à mesure, on en vient à comprendre que finalement, un des poids qu'il a implicitement sur les épaules, le général, c'est un peu le poids de l'histoire, le poids de tout un pays, le poids de tout simplement être dans la sauvegarde de son territoire. Donc ça amène comme ça à réfléchir à tout un tas d'enjeux qui dépassent la dimension stricto sensu du champ de bataille, et ça nous amène surtout à nuancer, c'est-à-dire on explique bien qu'on n'est pas en train d'excuser ou de justifier ce que fait le général, mais qu'il se cache peut-être des bonnes raisons, que c'est pas juste un personnage de cinéma sadique et pervers qui voudrait tirer sur ses propres troupes. On sort un peu comme ça de la dimension manichéenne qu'induit au début l'idée de violence morale. Voilà, vous pouvez dire sur le sentier de la gloire, sans être trop... Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Je ne vous ai pas demandé. N'hésitez pas. Alors, quelle heure est-il? Bon, ça va, alors on a le temps de regarder le dernier extrait, puis j'en parle rapidement. D'accord, ça marche. Donc le dernier extrait, c'est un extrait qui est intéressant, puisque, on a eu un extrait qui était un peu en dehors des sentiers battus, c'est le Charlie Chaplin, c'est un film comique. Là, on a ici un extrait où on rentre, entre guillemets, un peu plus dans le vif du sujet, puisque on est sur le champ de bataille, c'est un film sérieux, même si, vous avez compris que le Charlie Chaplin n'était pas un film complètement déconnecté du réel. Et on termine avec un dernier extrait d'un film qui s'appelle Johnny Got His Gun, de Dalton Trumbo, qui est intéressant puisqu'il permet d'aborder de manière complémentaire l'après-guerre, on va dire, enfin l'après-guerre, les conséquences de la guerre sur les soldats une fois qu'ils sont revenus du champ de bataille. Et donc l'extrait que je vais vous diffuser, c'est un extrait qui se situe à peu près à mi-film et qui met en scène donc le personnage de Johnny, qui est un personnage revenu du front, mais revenu du front d'une manière toute particulière, puisqu'il a perdu ses deux bras, ses deux jambes. Là, c'est le personnage de Johnny dans un flashback. Il a perdu ses deux bras, ses deux jambes, et le seul sens qui lui reste, c'est le toucher. Donc aucune possibilité de communication avec l'extérieur, enfin en tout cas c'est très compliqué. Et donc, l'extrait va montrer un peu tout ce qui se passe, en quelque sorte, à l'intérieur de sa tête. Et je vais vous laisser le découvrir sans en dire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet extrait? Un axe très important, c'est la perception de Johnny par les autres personnages et la perception de son corps notamment, puisqu'au début de l'extrait, on voit les fenêtres les volets sont fermés. On lui a pas mis de couverture. Il est finalement, on en arrive un peu à développer ça, c'est qu'on refuse un peu toute humanité à Johnny, puisque c'est devenu une espèce de chose avec laquelle on peut pas communiquer, interagir. Donc il y a cette idée qu'on lui refuse son humanité. Il y a aussi l'idée qu'on essaye de le cacher, évidemment. Alors ça, on essaye d'y réfléchir aussi, on se pose aussi des questions, on en arrive un peu à certaines conclusions, comme quoi, effectivement, voir ce personnage de retour du champ de bataille, si un autre soldat tombe dessus, si c'est quelque chose qui était amené à la connaissance du grand public, ça ne stimulerait pas forcément l'effort de guerre aussi. Voilà, tout un tas d'éléments sur la considération sur le corps de Johnny, sur le fait que les séquelles, on
on produit quelque chose qui est assez perturbant, c'est que finalement le corps de Johnny c'est devenu une sorte de prison pour lui-même. Donc voilà, on travaille en tout cas sur toutes les conséquences de la guerre qu'elles peuvent avoir, en tout cas sur le corps de Johnny. Il y a un autre élément qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation du noir et blanc et de la couleur. Cette idée que, c'est assez étrange, le présent est en noir et blanc et le passé en couleur. Normalement, généralement, la convention, c'est plutôt l'inverse. Là, ici, c'est intéressant puisque ça implique en tout cas l'idée que le présent serait quelque chose de beaucoup moins vivant, entre guillemets, pour Johnny que son passé, puisque le présent, il est réduit à un corps complètement inerte, et que finalement, le passé, c'est ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, ce sont ses souvenirs, et ces souvenirs, ils sont beaucoup plus vivants, puisque au quotidien, du fait d'être complètement inerte dans ce lit, il n'a finalement aucun on va dire, élément de vie auquel se raccrocher. Et la seule chose qu'il trouve à laquelle se raccrocher, c'est d'essayer de retrouver la notion du temps. Alors, je parlais au tout début, dans l'introduction, je parlais de la question du montage. Là, ici, évidemment, elle est importante, puisque je pense que vous avez remarqué, au moment où il essaye de retrouver la perception du temps, entre guillemets, on a un montage très très rapide de plans très très courts qui servent tout d'un coup à montrer que, parce que Johnny a retrouvé une sorte de but, tout d'un coup, il y a une excitation qui renaît, il y a une certaine force de vie qui refait apparition et qui le stimule. Et le montage est censé montrer le côté un peu haletant de cette quête du temps. Et je terminerai par une dernière chose, parce que c'est un élément assez important, il me semble. Dans le dernier flashback, lorsqu'on se retrouve dans la tranchée avec Johnny, on a ce dialogue entre le caporal et le sergent. Et il y a un élément qui est de l'ordre qui là se manifeste sous une violence verbale et qui a un nom bien précis, qui s'appelle le racisme, qui est amené dans cette séquence à travers la discussion autour du cadavre. L'idée que les Bavarois s'en tiraient plus mauvais que les Gallois ou les Hindous. Enfin, ça va même plus loin que ça, c'est l'idée que le cadavre d'un Bavarois sent plus mauvais que celui d'un Hindou ou d'un Gallois. Et donc là, à travers cet épisode qui est comme ça très, très ponctuel dans l'extrait, on essaye d'en dégager une définition de ce qu'est le racisme, et que le fait de cultiver ce racisme aussi a servi pendant la Première Guerre mondiale on va dire, à stimuler entre guillemets la haine de l'ennemi, et on en arrive aussi à réfléchir, à se dire effectivement sur le champ de bataille, lorsqu'on se retrouve face à un être humain et qu'on doit lui tirer dessus, le tuer, c'est peut-être plus simple d'appuyer sur la détente ou de lui mettre un coup de baïonnette si on pense que c'est un moins que rien, qu'il se sent très mauvais ou que c'est juste un rat ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris que cet atelier n'a pas pour but de mettre on va dire des vérités dans la tête des élèves, mais plutôt de les amener à s'interroger sur les conditions de guerre, sur qu'est-ce que c'est que d'être un soldat, qu'est-ce que c'est que l'expérience du champ de bataille, d'essayer de les replacer dans cette perspective-là, et d'être amené à réfléchir. Alors c'est vrai que quand on le fait le matin, ça amène après tout un tas de questionnements pour la visite qui sont assez stimulants pour les médiateurs. Voilà, je crois qu'on est dans les temps, on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre attention.